Nächster Redner ist Herr Henri Wehenkel, den manche von euch kennen, Luxemburger Historiker, der bekannt ist durch eine ganze Reihe von Publikationen in Zeitschriften, in Tageszeitschriften und auch über Bücher. Sein erstes Buch war ein Buch über den antifaschistischen Widerstand in Luxemburg, 1985. Er war dann auch tätig im Musée de la Résistance als Historiker in Esch und hat auch dann ein Buch noch geschrieben über die luxemburgischen Spanienkämpfer, also die Luxemburger, die auf den Seiten der Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Zurzeit arbeitet er an einer Biografie über René Blum. Ich glaube, das reicht erstmal, wenn du etwas dazu fügen willst. Ja, danke. Bonjour, je vais descendre un peu de la dimension mondiale jusqu'au Luxembourg, où le problème n'est pourtant pas nouveau. Il y a 9 ans, en 2013, un jeune historien, Vincent Artuso, a été chargé par le gouvernement d'examiner s'il y avait eu au Luxembourg une participation des autorités luxembourgeoises aux persécutions contre les Juifs. La mission confiée à Artuso faisait suite à la publication de 2 documents explosifs par un historien consacré, Denis Scuto. D'une part, la liste des élèves des écoles primaires et secondaires juifs livrés en août 40 aux autorités allemandes en vue de leur expulsion de l'enseignement. En deuxième lieu, la confection d'une liste de juifs polonais par la police des étrangers quelques mois plus tard, en octobre de la même année. Donc ces 2 listes ont été constituées par les autorités luxembourgeoises sur ordre de la commission administrative qui remplaça le gouvernement en exil, parti au Portugal à ce moment-là. La publication du rapport Artuso et les articles de Denis Scuto était l'aboutissement d'une longue controverse sur le roman national, qui, dans sa version luxembourgeoise, disait que les Luxembourgeois sont un peuple congénitalement innocent et en même temps très courageux, dur comme un chêne de Lösling, et qu'ils ont résisté à l'envahisseur allemand comme un bloc. Donc, cette histoire égocentrique a été mise en question par un certain nombre d'historiens. Et le rapport Artuso, pour la première fois, donnait le point de vue officiel qu'il y avait une complicité luxembourgeoise, non pas individuelle, ce n'était pas une collaboration individuelle, mais officielle. Ce point de vue a été largement discuté dans la presse et aussi lors d'une réunion des professeurs d'histoire, et
ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas d'opposition. Il y a un cas d'un historien qui s'est opposé à cette remise en question du roman national et il n'a pas eu d'écho. À la suite de ce débat, la Chambre des députés du Luxembourg a adopté une motion à l'unanimité de tous les députés, une motion qui exigeait du gouvernement qu'il s'excuse au nom du peuple luxembourgeois auprès de la communauté juive. Je pense toujours que ces excuses étaient nécessaires pour marquer le coup et pour empêcher tout retour en arrière, tout déni. Cette formulation pose quand même déjà des problèmes qui sont à la source d'un certain nombre de dérives. Bon, il y a premièrement la question du rapport Artuso. On a adopté ces conclusions, mais cela ne veut pas dire que tout est dit, qu'il ne faut plus poser de questions, plus faire de recherches. Donc ce rapport doit pouvoir être discuté et la recherche doit se poursuivre, parce qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées. La première des questions, c'est qu'à côté de la collaboration des autorités luxembourgeoises dans la persécution des Juifs, il y a aussi une collaboration des autorités luxembourgeoises sur d'autres plans. Dans la persécution, par exemple, des volontaires de la guerre d'Espagne, dans la politique visant à soumettre l'armée luxembourgeoise, la compagnie des volontaires, aux autorités allemandes, et surtout dans un moment fatidique où les autorités de l'époque ont essayé de rappeler la Grande-Duchesse au Luxembourg. Pour faire quoi? Pour collaborer, bien entendu. Donc, la question se pose non seulement de la politique juive, mais aussi des motivations de cette commission administrative. Pourquoi cette commission administrative a fait ces gestes? Et enfin, il se pose la question, ce qui est advenu aux listes qu'elle a constituées, à cette collaboration initiale, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette collaboration initiale est responsable de ce qui s'est passé à partir d'octobre 1940, c'est-à-dire le départ des trains de déportation et la complicité avec la Shoah. La façon dont le débat a été mené ensuite pose un certain nombre de problèmes, de dérives, à mon avis, de généralisation abusive, de surenchère, de guerre des mémoires, d'instrumentalisation, dont on va parler cet après-midi, sans doute. Il pose surtout un problème par la façon de poser la responsabilité des Luxembourgeois en tant que tels, en tant que peuple, comme si les Luxembourgeois en tant que tels agissaient comme un bloc, comme si la question qui se pose aussi pour la communauté juive, qui n'est pas un acteur individuel qui agit selon une volonté, mais qui est très diverse.
Il y a enfin un risque inhérent à cette façon de discuter, c'est d'opposer tout simplement les luxembourgeois aux juifs et les juifs aux luxembourgeois, ce qui n'était pas le but initial. Le risque provoqué par cette façon, je dirais, ethnique, essentialiste, de poser les problèmes. Donc, c'est notre problème au Luxembourg que maintenant nous sommes devenus un peuple d'antisémites après avoir été un peuple de résistants. C'est une régression à ce roman national inversé. Maintenant, je retourne en arrière. La communauté luxembourgeoise actuelle est née en 1795. C'est important de le dire, parce qu'en 1795, Luxembourg était envahi par les troupes de la Révolution française. Le 14 juillet 1795, donc quelques mois plus tard, un décret a été adopté qui disait que désormais les Juifs étaient libres et que le temps de l'esclavage et de la barbarie était terminé et qu'ils étaient libres comme tous citoyens, libres et égaux en droit et qu'il restera. Cette promesse a été tenue. Elle n'a jamais été remise en question de façon officielle. La situation des Juifs à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas de Juifs au Luxembourg. Les Juifs étaient interdits de résidence depuis à peu près 1492, c'est-à-dire la fin du Moyen Âge. Et la découverte de l'Amérique, la Reconquista. Et n'oubliez pas que le Luxembourg est devenu, vers cette époque, espagnol. Les Juifs étaient pourtant présents sur les marchés. Ils avaient le droit de rester 24 heures en payant une taxe, comme les animaux, en traversant les ponts ou en entrant dans les villes. Et ils étaient en quelque sorte des frontaliers qui venaient le matin, repartaient le soir. Et les premiers Juifs qui sont venus au Luxembourg viennent de Lorraine proche, Thionville, ou d'Allemagne proche, la région de Trèves ou de Sarre. Donc ce sont des voisins qui connaissaient déjà un peu le Luxembourg par les marchés. Donc maintenant, ils sont libres et égaux. Il y a tout de suite 14 familles qui arrivent. 14 familles, on les classe comme colporteurs, ce qui ne doit pas nous faire penser que ce sont des vagabonds. Colporteurs, ça veut dire commerçants ambulants. C'était bien entendu ambulant, puisqu'ils venaient de la Lorraine. Certains étaient riches, certains étaient pauvres. Il y avait exactement sur les 14 chefs de famille, il y avait 8 électeurs qui payaient donc assez d'impôts pour pouvoir élire. Et sous Napoléon, en 1805, un chef de la communauté a été nommé. Il n'y avait pas de synagogue, pas de rabbin, mais un notable des Juifs qui avait à surveiller ses compatriotes ou ses co-religionnaires, comme on veut. Donc, le notable des Juifs, c'était un certain Pinas Gottscho. Gottscho, le nom, je le dis parce qu'il va revenir, la famille est restée célèbre. Donc, Pinas Gottscho était déjà, sous l'Ancien Régime,
un homme qui avait une fonction officielle sur les marchés en tant que Eichungsbeamter, c'est-à-dire quelque chose comme contrôleur des poids et mesures ou du contenu de l'or et des choses comme ça. Donc, il y a une communauté extrêmement réduite qui maintenant est complètement intégrée après avoir été complètement exclue. Donc, je pense que c'est un peu quelque chose de spécial pour le Luxembourg. Il ne faut pas dire que l'intégration était totale. L'intégration était toujours remise en question par des incidents plus ou moins graves. Il y a eu d'abord un incident provoqué par un meurtre commis par 2 juifs vagabonds. Il y a eu des cris de vengeance vite réprimés par la police. Ensuite, il y a eu un incident quand un juif est entré dans la cathédrale, une bagarre. Ensuite, il y a eu des jets de pierre lors des enterrements juifs. Enfin, il y a eu en 1845 une pétition contre Louis Gaucho, le neveu du premier Gaucho, qui était un industriel propriétaire de la fabrique de draps de Schleifmühle près de Hamm, quand ce Gaucho est devenu bourgmestre du village de Zandweiler-Hamm. Donc, il y a une pétition. Voilà la situation à ce moment-là. Bon, la révolution de 1848 donne un peu une image plus ouverte de ce qui se passait dans le pays. Pendant la révolution de 1848, il y a eu une presse libre, il y a eu des pétitions, des mouvements de pétition, une pétition des ouvriers des 3 ganteries de la ville contient un certain nombre de non-juifs. La presse a un polémiste très, très actif, c'est le premier rabbin nommé en 1843, le rabbin Samuel Hirsch, un philosophe de l'école de Hegel, qui a polémisé d'abord dans un journal d'extrême gauche, der Grenzbote, ensuite dans un journal libéral plutôt conservateur, Volksfreund, contre l'Église, les cléricaux, les retardataires, les ennemis de la Révolution, etc. Ça a provoqué des réactions du Luxemburger Wort, le journal catholique, où on a traité le rabbin, on l'a traité de rabbin d'abord, der Judenrabbiner, pour faire peur un peu. Ensuite, on a dit qu'il mentait comme un rabbin ou comme un juif. Et puis, on a dit toutes sortes d'amabilités, mais qui ne dépassent pas le niveau des polémiques de cette période et d'aujourd'hui aussi. Donc, c'était un certain nombre d'insultes. Maintenant, quelle conclusion tirer de ce premier chapitre? D'abord, je m'insurge contre l'expression de minorité juive. Je pense que cette expression fixe les Juifs dans une sorte de ghetto.
Les Juifs, à cette époque-là, ils faisaient partie, même s'ils étaient une minorité quantitative, mais ils faisaient partie de la majorité dominante du pays. Ils faisaient partie de ce régime bâti par la Révolution française. Et ils s'y sentaient plus ou moins bien s'il n'y avait pas eu certains personnages qui s'obstinaient à rêver de l'ancien régime. Bon, deuxième chose, je m'insurge aussi contre l'expression d'antisémitisme pour désigner ce qui, à cette époque-là, faisait partie du préjugé, d'une méfiance et d'une rivalité commerciale, et surtout d'ignorance. Tout changea en 1882. Et je dis, c'est comme une explosion d'un volcan. En 1882, il y a tout à coup une polémique dans le journal catholique Luxembourger Wort, une polémique d'une violence inouïe, où il est question de sang humain que boivent les Juifs, de domination mondiale, etc. Je ne vais pas citer tous ces articles, mais il y a vraiment tout ce qui pouvait être ramassé dans la presse antisémite de l'époque pour faire peur aux gens, pour créer la haine. Et je dis ça en me référant un peu à un historien qui était à l'université de Trèves, Olaf Blaschke. Les Luxembourger Wort de cette époque-là n'avaient rien à envier aux nazis. L'idéologie, l'argumentation, la rhétorique étaient prêtes, étaient dans tous ces éléments. Qu'est-ce qui a provoqué cette haine qui s'étend sur une centaine d'articles en quelques mois? Une rubrique spéciale, Jüdisches, choses juives. Donc, qu'est-ce qui a provoqué? C'était, une fois de plus, la famille Gottschalk, le petit-neveu, propriétaire donc de l'usine de Schleifmühle, qui avait soutenu, protégé, favorisé un journal socialiste, plus ou moins socialiste, der Arbeiter, l'ouvrier. Et ça suffit. Ça suffit pour servir d'argument, pour expliquer que les Juifs étaient les riches, les industriels, que les Juifs étaient derrière les socialistes et les révoltes ouvrières, les grèves et tout ça. Pour expliquer qu'il y avait en somme un trait d'union entre, d'un côté, le capitalisme naissant, d'autre côté, le socialisme naissant. Et que pour le peuple, le vrai peuple, le peuple catholique, il fallait faire cesser ce scandale. Donc il y a une sorte de sentiment identitaire d'un peuple catholique. Je dis tout de suite, c'est au Luxembourg que ça s'est passé ainsi. Dans d'autres pays, ça aurait pu se passer d'une autre façon. Dans la France laïque, peut-être par des penseurs laïques, ou dans des pays protestants, avec Luther comme argument. Donc au Luxembourg, c'est très net, ça vient du côté catholique. Bon, qu'est-ce qui s'est passé du côté catholique à ce moment-là? Il y a eu une sorte de putsch en 1880-83 d'une partie du clergé qui se réclamait
de l'antimodernisme et du fondamentalisme catholique, Concile Vatican I, encyclique Syllabus, etc., pour mettre en question la coexistence entre juifs et catholiques, pour demander un retour offensif vers le passé et de restaurer les limitations du Moyen-Âge, les ghettos, les étoiles jaunes, tout ce qu'il y avait de merveilleuses conquêtes pour proposer. Donc il y avait une sorte d'utopie réactionnaire, en premier lieu, défendue par un clergé qui s'est imposé de force par la démission de l'évêque Adams, jugé trop libéral. Bon, il y avait aussi le contexte du Kulturkampf. Donc Luxembourg était envahi par un certain nombre de curés persécutés en Allemagne, de pères jésuites qui participaient à la presse, etc. Donc le Kulturkampf joue un rôle. Et puis il y avait bien sûr aussi les lois laïques de Jules Ferry en France et de Kirchbar au Luxembourg. Donc il y avait donc tout ce côté politique, religieux mélangé. Deuxièmement, il y avait le contexte international. Bon, je crois que l'orateur précédent en a déjà parlé. Donc, à ce moment-là, il y a des campagnes antisémites un peu partout. Et il y a des pogroms en Europe de l'Est, et il y a des organisations et des penseurs et des journaux antisémites en Europe de l'Ouest, particulièrement en France, avec Drummond, en Autriche, avec Luger, en Allemagne, etc. Donc, il y a ce contexte qui est revendiqué explicitement par Luxembourg sous forme de menace. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Ça va se passer aussi ainsi chez nous. Il y avait à ces deux aspects un troisième, c'était la crise économique de 1873, deux faillites spectaculaires de la Banque internationale, la première banque du pays, et de la Société du chemin de fer. Ce contexte idéologique est souvent oublié par les historiens des idées, comme si l'antisémitisme se passait par autogenèse. Les antisémites donnent naissance à d'autres antisémites et ça continue ainsi au cours de toute l'histoire. Non. Alors ici, l'exemple pour moi prouve qu'il faut d'abord que trois éléments soient réunis. Donc d'un côté, ce côté de conspiration d'un pouvoir occulte, de l'autre, ce côté politique contre des minorités politiques, des oppositions politiques, et troisièmement, cette idée identitaire exclusive, c'est-à-dire qui exclut la nationalité, exclut de la nationalité un certain nombre de personnes, dans ce cas les juifs, les socialistes et je ne sais quoi encore. Donc, cette explosion d'antisémitisme pour Luxembourg, à mon avis, n'aurait pas pu se passer avec cette force s'il n'y avait pas eu ces trois éléments ensemble et s'il n'y avait pas eu ce contexte de crise économique où des gens sont vraiment menacés dans leur existence à ce moment-là. C'est
crise était d'ailleurs une crise de transition provisoire. Et cette vague d'antisémitisme qui a abouti à 2 procès retentissants, et puis tout s'est tassé, tout s'est calmé vers la fin du siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu la question des Juifs venus de l'Est qui a été reprise, les Juifs de Galicie, qui étaient accusés de faire des trafics, qui a été reprise par un député socialiste et aussi par un journal nationaliste. Pour le député socialiste, je ne pense pas que le simple fait de cette question puisse nous permettre de l'accuser d'antisémitisme. Et pour le cas du mouvement nationaliste, il s'agit certainement d'un courant au sein d'un mouvement qui comportait d'autres courants. Bon, j'arrive à 1933. 1933, il y a toutes sortes de cas d'antisémitisme qui se multiplient. Il y a des inscriptions contre un professeur juif converti sur un lycée. Il y a des tracts antisémites. Et il y a même l'affichage d'un panneau « Judenfreies Lokal », interdit aux Juifs, café interdit aux Juifs, dans un bistrot de la capitale. En généralisant, on pourrait dire qu'il y a de nouveau une vague d'antisémitisme. Bon, d'abord, ces cas se réduisent à des cas individuels, d'un certain nombre de personnages peu représentatifs de leur milieu. Et ils ont provoqué des protestations des partis de gauche et ils ont conduit à des interventions de la police. Pour ce qui concerne maintenant le monde politique luxembourgeois, des questions se posent concernant un mouvement qui s'appelait national-démocrate, Parti national-démocrate, autour du journal Luxembourg Volkszeitung, et un parti qu'on appellerait aujourd'hui populiste de droite. Ce qui est significatif, c'est que ce journal et ce parti n'ont jamais voulu reprendre les arguments antisémites. Peut-être par hypocrisie, peut-être par opportunisme, mais ça montre qu'il y avait un problème. Et pour le milieu catholique, la campagne d'antisémitisme des années 80 avait laissé des traces. Il y avait un courant minoritaire, surtout dans les milieux de jeunesse et d'intellectuels, qui revendiquait toujours l'ancien anti-judaïsme fondamentaliste. Notamment dans les articles luxembourgeois au moment des premières mesures contre les Juifs, où on parlait de Judengräuel Hetze, aussi d'un journal lycéen d'évêque arabe. C'était quand même un mouvement résiduel.
le principal clivage du pays, c'était l'attitude qu'il fallait prendre face aux menaces nazies, aux menaces présentées par le Troisième Reich, et au projet d'une loi d'exception appelée loi muselière, parce qu'elle voulait interdire le Parti communiste et museler les socialistes. Et ce qui est caractéristique, c'est que dans cette campagne qui a duré des années, les Juifs luxembourgeois étaient peu présents. Il y avait certainement des Juifs engagés dans la campagne antifasciste, mais pas visibles. Il y avait certainement aussi des Juifs qui avaient la même opinion que la droite catholique, notamment le rabbin Serebrennik, un Juif orthodoxe, sioniste, et qui, à ce moment, en juillet 1936, donc au moment de l'accession au pouvoir en France du gouvernement de Front populaire, a fait un sermon édité plus tard en brochure, Judentum und Katholizismus, Judentum und Bolschewismus, attention, Judentum und Bolschewismus, où il disait assez aux membres de la communauté, attention, ne vous mêlez pas de ça. Ça risque de faire retomber sur nous l'opprobre, etc. Donc, il y avait une réticence des Juifs à s'engager dans ces batailles. Bon, 40, j'arrive à 40, donc il y a en mai 40 cette commission administrative qui fait faire ces listes de Juifs. La question qui se pose, c'est donc si elle a fait faire des listes de Juifs, c'est qu'il n'y avait pas de liste des Juifs. Il y avait des listes, mais concernant d'autres groupes politiques. Par exemple, les antifascistes italiens, par exemple, les combattants de la guerre d'Espagne. La question qui se pose est tout à fait justifiée. Seulement, cette commission administrative, elle agissait par d'autres motifs que l'antisémitisme. Ce n'étaient pas les sentiments personnels de tel ou tel ministre qui peuvent expliquer cette politique, mais c'était tout simplement la poursuite de la politique d'avant-guerre, la poursuite d'apaisement vers Hitler, etc. Ils essayaient de s'arranger, ils essaient la politique du moindre mal, et ça a été l'échec complet. Ils n'ont rien empêché et ils ont tout permis, notamment, ils ont encouragé la collaboration de la police politique, de la sûreté, ils ont encouragé la collaboration des instituteurs, mais ceux-ci n'ont pas participé au départ des trains de la déportation. Maintenant, il y a quand même d'autres questions plus graves qui se posent, d'autres accusations. Pourquoi si peu de gens ont été cachés, si peu de Juifs ont été cachés au Luxembourg? Une demi-douzaine, peut-être le double, peu importe. Pourquoi n'a-t-on rien fait pour cacher les enfants juifs? Pourquoi n'y avait-il pas une mention dans la presse clandestine du sort des Juifs? Pourquoi il n'y avait pas de Juifs dans les organisations de résistance? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on ne peut pas répondre à ces questions si on ne regarde pas ce qui s'est passé avec les Juifs et ce qui était la stratégie des organisations juives, c'est-à-dire du consistoire. Cette stratégie, c'était de partir aussi vite que possible, aussi loin que possible, avec
si nécessaire, l'accord du Gauleiter et de la Gestapo. Bon, je ne veux pas que je sois mal compris. Bien entendu, c'est sous la contrainte et placé devant l'alternative d'une déportation. Choisissez le moindre mal. Et donc, on ne peut pas faire abstraction du problème de l'antisémitisme si on ne dit pas cela. Bon, pour les organisations de résistance, il n'était pas question de passer par-dessus. Il y a eu des aides à fuir. Il y a eu le réseau monté par le professeur Biermann, qui, selon ses propres dires, avait permis à 50 juifs de partir. Il y avait le réseau Tomé Kunsch, qui a fait partir des dizaines de juifs par Rodanche-Athus. Il y avait aussi des initiatives individuelles comme celle du docteur Gretsch, qui a sauvé avec son ambulance un membre de la famille Gottlieb en les faisant passer comme malades en zone libre. Donc, on ne peut pas juger la résistance luxembourgeoise sur ce qui s'est passé uniquement au Luxembourg. Parce que le but, c'était de faire partir les Juifs en Belgique et surtout en France, zone libre. Et c'est là que s'est joué le sort de la plus grande partie de la communauté juive luxembourgeoise. Et c'est là qu'il y a eu une forme de réseau, de solidarité, d'entraide, composé de juifs et de non-juifs. Sous la présidence de ce René Blum dont j'ai parlé déjà, le comité des réfugiés de Montpellier. Et de ce mouvement-là est sorti aussi, après 1942, un mouvement d'espionnage pour les Alliés, la famille Martin, fondée par un juif, et l'entrée dans les maquis, dans les organisations de résistance de très nombreux luxembourgeois, juifs et non-juifs. Donc, j'essaie en ce moment de faire revivre cette période qui me semble cruciale, qui s'est heurtée, je le dis tout de suite, aux réticences du gouvernement en exil avec ses représentants sur place, notamment le chargé d'affaires luxembourgeois à Vichy, qui ne voulait en aucun cas qu'on aide les juifs non luxembourgeois, nés à l'étranger, devenus luxembourgeois par option, etc. Ils avaient une conception spéciale de la nationalité qui a coûté la vie à beaucoup de luxembourgeois. C'est ça le problème qui continue toute la période dans le gouvernement en exil et après la guerre. Parce qu'après la guerre, les Juifs n'étaient pas les bienvenus, en tout cas les Juifs qui s'étaient réfugiés au Luxembourg, qui ont voulu venir de Luxembourg, qui ont trouvé l'accueil au Luxembourg avant 1940. Donc là, il y a eu quelque chose que les historiens comme Scuto, par exemple, et d'autres, sont en train de mettre à jour cet antisémitisme larvé qui a continué encore après 1945, après Auschwitz. Dans la presse, plus un mot contre les Juifs. Mais ça ne doit pas nous tromper. Dans le milieu catholique, il y a eu toujours cette catéchèse et cette liturgie
sur les Juifs qui ont tué le Christ. Ça a continué jusqu'à la fin des années 60, cet antisémitisme ou antijudaïsme souterrain. Il y avait aussi le contexte de la guerre froide qui a permis de faire revivre l'idéologie de l'Abendland, de l'Occident chrétien et juif. Donc les Juifs sont maintenant dans le bon camp, dans l'idéologie officielle. Je veux terminer là parce que là j'arrive tout près de la question d'Israël et je crois qu'on en discutera cet après-midi et de la façon dont il faut se comporter pour être en même temps sans indulgence envers l'antisémitisme et solidaire avec tous les peuples qui sont en voie d'émancipation et de libération. Merci beaucoup. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Man könnte Ihnen noch länger zuhören, ich jedenfalls. Aber wir sind ziemlich in Verzug mit unserem Programm. Ich würde vorschlagen, dass wir keine Fragen jetzt machen oder nur 1, 2 Fragen, kurze Fragen, dass wir dann die Pause machen. Und wenn Fragen übrig sind, dass wir dann später schauen, das nachzuholen. Ja? Wir sind ziemlich, ja, also wenn jetzt noch dringende Fragen sind, dann bitte jetzt. Wenn jemand sich traut, nach dem, was ich gesagt habe. Also wollte ich nur sagen, wir werden auch, das Ganze wird auf YouTube zu sehen sein und wir werden auch eine schriftliche Dokumentation veröffentlichen. Also man kann das dann auch noch nachlesen, die vielen Details. Aber da war eine Frage. Also ich stelle die Frage auf Deutsch, Französisch nicht meine Sprache. Vielen Dank für den Vortrag. Ich empfehle allen eigentlich, ein Buch von René Wagner zu lesen. Sie hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht über die Entwicklung des Antisemitismus in Luxemburg. Und sie zeigt ein sehr komplexes Bild der Entwicklung im 19. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert. Und manche Thesen, die hier so sehr kurz vorgegangen sind, ich weiß, es war sehr wenig Zeit, da könnte man das auch vertiefen. Vor allem diese Idee, warum es überhaupt das so passiert in Luxemburg, warum Antisemitismus für lange Zeit nicht als luxemburgisches Problem gesehen wurde. Und die Rolle der Kirche dahinter und der kirchlichen Presse. Aber auch, sie schreibt auch, dass bis zum Ende des 19. Jahrhunderts der Staat war ziemlich stark hinter der Idee der Gleichstellung und der Emanzipation der Juden. Es gab 2 Gerichtsprozesse gegen Luxemburger Wort zum Beispiel. Und dann graduell, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, wird es viel komplexer und auch von staatlicher Seite wird es auch komplexer. Meine Frage ist nur, dass wir vielleicht versuchen, ein bisschen in die Gegenwart gehen. Wir verlieren sehr viel Zeit mit Mittelalter und 19. Jahrhundert und das und jenes und wir kommen nicht eigentlich zum eigentlichen Thema. Was eigentlich mit Antisemitismus zu tun, mit CPGPO, Antisemitismus, diese Frage würde mich mehr interessieren, glaube ich, viel mehr auch andere Leute, als was da in napoleonischen Zeiten passiert. Ja, wir haben natürlich ein gewisses Konzept in dem Ablauf und das Konzept ist schon, dass wir uns langsam aber sicher der Aktualität nähern. Aber wenn wir über die Aktualität sprechen, müssen wir auch über die Geschichte sprechen, um zu verstehen, wie sind wir überhaupt dahin gekommen, wo wir heute sind? Die Frage ist also, ob es in Luxemburg einen
dauerhaften Antisemitismus gab oder nicht. Und auf dieser Frage bin ich anderer Meinung als René Wagner. Und ich finde, dass nicht gut ist, das Wort Antisemitismus für alles zu gebrauchen, sodass nachher das Wort banalisiert wird. Und ich bin nicht überzeugt, dass der Begriff jüdische Minderheit für Luxemburg zuständig ist.